Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est aussi la deuxième vidéo de la série des visites immersives dans les cartes anciennes, où est-ce qu'on peut voir notamment les cartes de James Murray de 1760, mais aussi, comme on voit présentement, un extrait des cartes de Jean Bourdon, en fait des cartes qu'on attribue à Jean Bourdon, et aussi d'autres cartes comme celle de Villeneuve qu'on va voir aujourd'hui. Mais la trame de fond, c'est les fameuses cartes de James Murray telles que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et dans cette vidéo-ci, ce que j'aimerais présenter, c'est les premières colonies de Nouvelle-France, donc les premiers lieux habités, les premières habitations, les forts construits dans la vallée du Saint-Laurent en Nouvelle-France. Donc, on va voir ça dans cette vidéo-ci. Et si on retourne aux fameuses maps de James Murray, donc revoici la carte index. Et un petit truc que j'avais oublié de présenter visuellement la dernière fois, c'était le degré de précision de ces cartographes-là, les ingénieurs militaires qui ont fait ça. Il y en avait 7 en tout. Il y avait entre autres Montresor et il y avait aussi le capitaine Holland, mais il y en avait 7 en tout qui étaient les ingénieurs militaires qui avaient joué le rôle d'arpenteur dans ces cartes-là. Et ce que je voudrais montrer, c'est le niveau de précision de l'époque. Donc on se rappelle, cette carte-là date de 1760 et 1761. Et si on les compare avec l'image satellite, c'est assez impressionnant ce qu'il y a pu avoir comme niveau de détail à l'époque, même si les outils étaient très limités. On va voir immédiatement en comparaison avec l'image satellite. Donc voilà, ça c'est l'image actuelle de 2024, l'image satellite. Et si on revient à 1761, donc c'est vraiment impressionnant le niveau de détail qu'il y a pu avoir à l'époque. Et comme j'avais expliqué, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est les premières colonies dans la vallée du Saint-Laurent, en Nouvelle-France. Donc au Québec, lorsqu'on va à l'école, on apprend souvent que c'est justement la ville de Québec qui est la première colonie habitée en Nouvelle-France. Par contre, il y a quelques petites subtilités qui fait que avant Québec, il y a eu d'autres lieux, d'autres habitations ou d'autres postes de traite qui ont été construits et même où des gens ont passé au moins un hiver. Donc, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est si on se dirige vers la région de Québec. Donc voilà, je viens de charger la carte détaillée, en fait la feuille de Québec. Comme j'avais expliqué à la dernière vidéo, il y a 44 feuilles ou des cartes plus détaillées qui viennent avec cette grande carte index-là. Donc, si on se dirige vers la région de Québec, eh bien, comme je disais, on apprend souvent là, au Québec là, que la première ville habitée, la première colonie est celle de Québec, la ville de Québec littéralement. Par contre, on va apprendre dans cette vidéo-ci que si on agrandit un peu les prérequis en fait pour savoir quel était réellement le premier lieu habité, eh bien non, c'est pas nécessairement ce qu'on voit ici. C'est pas la ville de Québec qui est le premier lieu habité, le premier poste de traite où est-ce que les gens ont passé un hiver. Pour ça, il faut remonter dès 1541. Et il faut plutôt se diriger en premier, en fait, tout près de Québec. Donc, en fait, il faut charger une autre carte qui est celle de Cap-Rouge. Donc ici, qui est un petit peu au sud du promontoire de Québec, en fait. Donc, un petit peu au sud-ouest des plaines d'Abraham. Et c'est vraiment là le lieu, en fait, où est-ce qu'il y a eu vraiment la première colonie, si on veut, de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça se trouve ici. Et ce qui avait été fait ici à l'époque, c'était en 1541 par Jacques Cartier lui-même. Donc, si Champlain a fondé Québec en 1608, en fait, Cartier avait déjà fondé une première colonie en 1541 lors de son troisième voyage. Donc, il va arriver avec quelques colons qui vont passer le premier hiver de 1541 à 1542. Il va y avoir à cet endroit-là ce qu'on appelait le fort d'en haut et le fort d'en bas, qui était situé ici. Et donc, on voit qu'à l'époque, les gens n'étaient pas très créatifs pour nommer les habitations. Donc, le fort d'en haut qui était en haut et le fort d'en bas qui était en bas. Et le nom de cette première colonie-là,
Eh bien, c'était Charlesbourg-Royal. Donc, Jacques Cartier a passé un seul hiver là-bas avec quelques colons, donc de 1541 à 1542. Et il a dû repartir donc en 1542, notamment à cause des rigueurs de l'hiver. Donc, l'hiver en Nouvelle-France, là, dans la vallée du Saint-Laurent, qui n'était pas vraiment pas pareil comme ceux d'Europe, de France. Donc, il est parti notamment à cause des rigueurs de l'hiver, des décès qu'il y avait eu parmi les colons et aussi les attaques des Amérindiens. Les Amérindiens qui à l'époque, il y avait un village qui était Stadacone. Et Stadacone, où est-ce que c'était en fait? Si on retourne sur la carte de Québec, eh bien, ce qu'on va voir, c'était où? Stadacone à l'époque. Donc, Québec est ici. On s'approche encore un peu. Et en fait, Limoilou, aujourd'hui, c'est au nord du quartier Saint-Roch. Et où est-ce qu'était Stadacone en 1541? C'était juste ici. Donc, il y avait Stadacone. Et le chef de ce village-là, c'était Donnacona, le fameux Donnacona. Donc, entre autres, ce qu'il y avait eu comme conflit avec Jacques Cartier, c'était qu'il avait emmené avec lui lors de voyages précédents. Il avait amené notamment ce chef amérindien-là, mais aussi quelques autres Amérindiens. Et il avait promis aux Amérindiens qu'il ramènerait notamment leur chef Donnacona et les autres, mais évidemment, il ne les a pas ramenés avec lui lors de son troisième voyage, justement. Donc, ça faisait partie des raisons qu'il y avait des conflits avec les Amérindiens. Donc, voyage précédent, il amène des Amérindiens avec lui, dont le chef de Stadacone, qui s'appelait Donnacona, ne les ramène pas tel que promis. Donc, c'était un exemple de relation avec les Amérindiens qui s'aggravait avec Jacques Cartier. Donc, en 1542, devra laisser la colonie de Charlesbourg-Royal et repartir en France. Donc, sur le chemin, il croise la personne qui était en fait son supérieur. Donc, il va croiser Jean-François Larocque de Roberval. Donc, en théorie, Jacques Cartier aurait dû attendre ce de Roberval-là pour venir fonder la colonie, mais il était trop pressé, donc il est parti d'Europe avant lui. Et donc, il est venu fonder la colonie, mais ça n'a pas fonctionné. Après le premier hiver, c'était un peu catastrophique. Repart en Europe, mais croise dans les maritimes, croise ce de Roberval-là, qui lui va revenir à l'endroit exact qu'on vient de voir et va passer l'hiver suivant, donc de 1542 à 1543. Et avec lui, il amène à peu près 200 personnes, dont la moitié, donc une centaine de soldats. Il y avait aussi à peu près 70 prisonniers avec lui, une trentaine d'artisans et il y avait même une dizaine de femmes. Donc ça, c'était sur les navires de Roberval. Il va essayer de passer le deuxième hiver, donc de 1542 à 1543. Il va rebaptiser même la colonie France-Roi. Mais un peu pour les mêmes raisons, il y avait encore plus de scorbut. Donc Jacques Cartier avait quand même quelques solutions, d'ailleurs, qui s'étaient fait donner par les Amérindiens pour contrer le scorbut. Et cette recette-là n'avait pas été transmise à de Roberval. Donc, c'est encore plus catastrophique, là. Toujours les froideurs de l'hiver, le scorbut qui se mêle à ça, les attaques des Amérindiens aussi. Donc, l'hiver suivant, ils doivent retourner eux aussi en Europe. Mais c'est quand même pour indiquer qu'à cet endroit-là, donc dans le coin de Cap-Rouge, c'est vraiment là qu'a été fondée la première colonie. Mais malheureusement, elle a été délaissée. Donc, c'est pas l'endroit habité de la vallée du Saint-Laurent, donc de Nouvelle-France. C'est pas l'endroit habité sans arrêt. Donc, c'est ce qui distingue un peu Québec. C'est que dès que Québec a été fondé, il y a toujours eu des colons français qui l'ont habité. Alors que cette colonie-là, donc il y a eu deux noms, qui a été fait entre 1541 et 1543, avec deux personnes qui ont tenté de la coloniser là, sur 2 années différentes. Eh bien, malheureusement, elle a dû être abandonnée. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est le lieu habité en Nouvelle-France par des colons français qui n'a jamais cessé d'être habité. Mais si on considère quel était le lieu où est-ce qu'il y a eu des habitations, donc un peu des fortifications, où est-ce qu'il y a eu des colons, ben c'est pas Québec, c'est vraiment cette colonie-là.
aussitôt que 1541 et par Jacques Cartier lui-même notamment. Ensuite, donc, est-ce que ça va être Québec qui est le deuxième lieu habité où est-ce qu'il y a eu des colons français qui ont hiverné? Eh bien, même pas encore. Il faut plutôt aller encore plus bas dans la bouchure du Saint-Laurent, donc remonter un peu au nord-est. Et à ce moment-là, il faut attendre l'année 1600. Et ça se passe plutôt vers Tadoussac, donc à l'embouchure de la rivière Saguenay. Donc la carte qu'on voit là en haut à droite, là, donc au nord-est, ce n'est plus la carte commandée par James Murray. On est plutôt dans une carte qu'on attribue à Jean Bourdon. Donc je dis que c'est présumément attribué parce qu'on ne sait pas exactement si c'est lui, mais on présume que c'était une carte de Jean Bourdon. On va voir d'autres cartes de lui un peu plus loin dans la vidéo. Donc on voit qu'il y a des écritures sur cette carte-là, donc je vais être obligé de changer le nord de place. Donc si on regarde la carte présumée de Jean Bourdon de 1641, donc la carte a été faite en 1641, mais par contre, cette colonie-là, en fait, c'était plus un poste de traite, c'était pas une colonie, mais c'était un poste de traite qui a été fait en 1600. Donc si on s'approche, on va pouvoir voir certaines lignes de texte, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Ce qu'on voit notamment, c'est Saguenay, donc effectivement la rivière Saguenay, l'embouchure de la rivière Saguenay, on voit clairement ça. Ce qu'on peut voir, les premiers mots en bas de la carte, c'est Moulin-Baude, et il y a même une explication qui pourrait être en fait que c'était pas Moulin qui était là, mais plus un mouillage, donc c'était peut-être plus un endroit où est-ce que les navires pouvaient venir mouiller près des côtes. On voit un peu plus haut la pointe aux vaches. Et à l'embouchure, là, ça dépend en fait comment on interprète la première lettre ici. Si certaines personnes voient un I majuscule, ben à ce moment-là, ça pourrait être le terme Indos, donc I-N-D-O-S, qui est un peu le terme latin pour indien. Mais si certaines personnes voient un T, ben à ce moment-là, ça serait un peu plus logique parce que c'est Tadoussac. C'est l'endroit où est-ce qu'il y a eu justement en 1600 un poste de traite. Donc c'était pas une colonie dans ce cas-là, c'était vraiment un poste de traite et c'était justement à Tadoussac. Donc si on s'approche un peu plus, on va charger la carte cette fois-ci de Samuel de Champlain lui-même et on va zoomer un peu plus. Donc cette carte-là ici a été faite, en fait c'est une reproduction d'une carte de Samuel de Champlain lui-même. La carte a été faite en 1608, mais comme on voit sur le texte, c'est en fait écrit que c'est l'habitation du capitaine Chauvin de l'an 1600. Donc après la colonie là, de Charlebourg-Royal qui a été renommée France-Roi, donc dans les années 1541 et 1542, le deuxième endroit, en fait, la deuxième habitation qui a été faite, où est-ce que des gens ont passé au moins un hiver, ben c'est celle-là. Donc c'est en l'an 1600, par Chauvin, qui a fondé un poste de traite. En fait, cet endroit-là était déjà habité auparavant. En fait, il était déjà fréquenté par des Amérindiens de plusieurs tribus qui venaient annuellement faire du troc, donc faire des échanges entre eux. Donc c'est pour ça que cet endroit-là a été choisi. Et il y avait aussi, depuis quelques années déjà, entre autres des Basques qui venaient pêcher la baleine. Donc c'était pas un endroit là, pris au hasard. En fait, il était fréquenté non seulement par les Amérindiens, mais il y avait même aussi des Européens qui venaient pêcher là. Par contre, c'est vraiment en 1600 qu'il y a eu la fondation d'un poste de traite et où des gens ont passé un hiver. Donc, le nombre de personnes qui ont été laissées là pour l'hiver de 1600, c'était 16 personnes. Et il y en a seulement 5 qui ont survécu. Donc, il y a eu 11 décès, encore une fois dû aux rigueurs de l'hiver, les maladies, tout ça. Donc, sur 16 personnes, 11 qui sont décédées le premier hiver et seulement 5 qui ont survécu. Mais tout de même, ça en fait donc le deuxième endroit dans la vallée du Saint-Laurent, donc en Nouvelle-France, qu'il y a des colons qui ont passé au moins un hiver. Et donc, ça en fait le deuxième endroit. Ensuite, évidemment, on peut enfin retourner à Québec, qui est le troisième endroit. Et non seulement le troisième endroit, mais encore plus important, l'endroit où est-ce que non seulement il y a eu des colons qui sont venus passer au moins un premier hiver, mais qui n'a jamais cessé d'être habité. Donc oui, cette fois-ci, on peut retourner à Québec.
Cette fois-ci, on est en 1608 et c'est vraiment l'endroit en Nouvelle-France qui n'a jamais cessé d'être habité. C'est vraiment Québec. Donc, on voit ici, on est sur la carte de 1761, donc commandée par James Murray. Et puis, on va voir un petit historique de comment cette colonie-là a été développée. Donc, on va charger d'autres cartes. La première qu'on va charger, donc, c'était en 1640, encore par Jean Bourdon. Là, cette fois-ci, on est sûr que c'est une carte de lui. Donc, voici, en 1640, la carte de Jean Bourdon. Petite parenthèse sur qui était Jean Bourdon. D'ailleurs, sur la carte, on voit à la lettre D qu'il a indiqué l'endroit de son habitation. Donc, non seulement c'est lui qui a fait cette carte-là, on lui attribue aussi la carte de Tadoussac de l'époque, et il en a fait d'autres par la suite qu'on va voir. Et en plus, il indique où est-ce qu'il habitait là, dans la colonie de Québec là, en 1640. Donc, qui était M. Bourdon? Pourquoi il s'indique lui-même sur sa propre carte? Eh bien, je vais tenter d'expliquer bien sommairement qui était ce monsieur Jean Bourdon. En fait, je vais prendre un peu mon souffle. C'était un seigneur, un ingénieur arpenteur, un cartographe, un commerçant, procureur syndic de la ville de Québec, commis général de la communauté des habitants, explorateur et procureur général au Conseil souverain, notamment. Donc, c'est notamment pour ça qu'on voit qu'il s'est indiqué là, l'habitation, où est-ce qu'il habitait sur la carte. Ben, il a joué tous ces rôles-là, notamment. Il y a eu d'ailleurs plus qu'une seigneurie. Donc, Jean Bourdon était un personnage très important des débuts de la colonie de Nouvelle-France et particulièrement de Québec. Et ça, c'est sa carte de 1640. On voit en bas qu'il a signé Jehan Bourdon. Donc, c'était une épellation à l'époque. Donc, Jean, il y avait aussi l'épellation J-E-H-A-N, donc Jehan. Mais c'était Jean Bourdon qui a fait la carte et qui était tous ces rôles-là que je viens d'énumérer. Ce qu'on voit aussi sur la carte, c'est la base-ville. On voit aussi à la lettre A, donc la première église, donc la première paroisse de Nouvelle-France, qui est Notre-Dame de Québec. Ici, ça s'appelle Notre-Dame de Recouvrance. Et on voit l'église qui était à la lettre A. On voit aussi le Fort Saint-Louis qui est là. Donc, c'était un peu à quoi ressemblait la colonie. Donc, en 1640, donc on se rappelle, ça a été fondé en 1608. Il y avait l'habitation de Champlain en 1608 et rendu en 1640, voici de quoi avait l'air déjà la colonie. Donc, on va charger une autre carte, toujours par le même monsieur, mais cette fois-ci en 1663. Donc, si on recule un peu, on va voir que la colonie continue de grandir, donc toujours par monsieur Jean Bourdon. On passe de la carte de 1640 à celle de 1663. Donc, voilà de quoi avait l'air la ville de Québec, la colonie en 1663. Si on s'approche un peu, on peut voir que les textes directement indiqués sur la carte. Donc, on voit notamment quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre ou cocasse, en fait. C'est que il y a la ville basse, donc justement au sud, mais la ville haute, qu'on appelle aujourd'hui le H-A-U-T, ben, sur la carte, c'est indiqué la ville autre, A-U-T-R-E. Donc, j'ai trouvé ça quand même particulier. Je ne sais pas si c'est Jean Bourdon qui a fait une erreur lui-même, qui était une erreur de prononciation, que c'était à l'oral, qui s'était fait dire la ville basse et la ville haute. Mais, toujours en est-il qu'en 1663, ce qui va cartographier, c'est la ville autre, A-U-T-R-E. On voit aussi toujours la paroisse qui est là, Notre-Dame. Le fort Saint-Louis, qui est toujours là. On voit entre autres les Ursulines. Et on voit même aussi les Jésuites qui sont ici. Donc, il y a aussi les mères hospitalières un peu plus au nord. Donc, voilà en 1663 de quoi ça a l'air. On va encore charger une autre carte une année plus tard. Donc, on passe de 1663 à 1664. Et c'est toujours Jean Bourdon qui a fait aussi cette carte-là. Ce qu'on va voir, c'est une proposition de fortification à Québec. Donc, en 1664, il n'y avait pas encore de fortification, mais Jean Bourdon propose d'en faire. Et ce qu'on va voir, justement, c'est la différence entre 1663 et 1664, où est-ce qu'il propose ces fortifications, ces ouvrages défensifs. Donc, voilà ce qu'il proposait à Québec en 1664. On voit même que dans la ville basse, donc directement, là, ce qui donne sur le fleuve, il y avait certaines propositions d'ouvrages défensifs. Donc, si on y va un peu plus,
On voit ici qu'il y avait certains ouvrages directement proposés sur le fleuve. Et évidemment, donc un peu plus au nord, ce qu'ils proposaient de faire, mais évidemment, c'est pas exactement ça qui a été fait. Mais dès 1664, on proposait de fortifier Québec. On va voir dans la prochaine carte, en 1685, qu'il n'y a pas eu encore de fortification. Donc ça avait été proposé en 1664, mais encore en 1685, il n'y avait toujours pas eu de fortification. Donc la prochaine carte que je vais charger, c'est cette année-là, 1685, mais cette fois-ci, c'est une carte de Villeneuve. Donc ce n'est plus une carte de Jean Bourdon. Ça va être une carte d'un certain monsieur de Villeneuve. Donc si on recule un peu plus encore, on va voir un peu en arrière-plan apparaître la carte de 1685 de ce monsieur de Villeneuve. Et voilà de quoi ça avait l'air. Malheureusement, la carte a été faite. En fait, malheureusement, c'est pas si grave que ça, mais les textes étaient dans l'autre sens. Donc là, présentement, on voit le nord est situé en fait un peu à droite. Là. Donc le nord n'est pas exactement en haut de la carte. Il est un petit peu plus au nord-est, si on veut, de cette carte-là. Mais étant donné que les textes sur la carte de 1685 sont à l'envers, on va tourner la carte dans le sens de l'écriture, mais ça va quand même vouloir dire que désormais, en fait, le nord est comme un peu plus à l'ouest, si on veut. Donc, le nord est situé à la gauche de cette carte-là. Mais on peut voir que la colonie de Québec continue de grandir, mais il n'y a toujours pas d'ouvrage défensif. On voit par contre qu'il y a le Cap Diamant bien indiqué, Saint-Roch qui continue de se développer, on voit même la maison de l'intendant, toujours le château, en fait, qui était l'ancien fort Saint-Louis. Et on voit même le séminaire de Québec qui est déjà là. Donc voilà l'aperçu de la colonie en 1685. Mais la carte de Villeneuve est beaucoup plus grande que ça. Donc on peut même reculer, voir l'étendue de ce qu'il y avait cartographié. C'était tout ça. Donc si on revient à Québec, on va quand même en profiter pour voir d'autres seigneuries, en fait, ou d'autres lieux qui existait déjà en 1685, notamment Beauport, qui est juste à côté. Donc si on va un peu plus à gauche de la carte, mais en fait c'est à l'est de Québec, on voit Beauport, donc en 1685. Et on peut même aller voir Montmorency, donc les chutes Montmorency. De quoi elles avaient l'air à l'époque? Eh bien, en bas, ça s'appelle le Saut de Montmorency. On voit ici que c'est 75 pieds de haut, donc les chutes de Montmorency sont à cet endroit-là. Et donc, on peut revenir par Beauport et revenir aussi à Québec. Donc, c'est une très belle carte de Villeneuve de 1685. Et bien, c'est aussi la dernière carte là, que je voulais vous montrer de la région de Québec. Donc, si on remet le nord au bon endroit, on va remettre la carte de James Murray qui sert de fil conducteur dans ces vidéos-là. Donc voilà, ça c'est la version des cartes de Murray. Donc on revient en 1761 et on voit de quoi avait l'air la colonie tout de suite après la conquête. Donc on peut voir aussi qu'il y a certaines habitations qui avaient été bombardées. Donc c'est pour ça que les petites habitations rouges, là, un peu rouge-vin sur la carte, n'englobent pas tout ce qui était fortifié. C'était parce que ils venaient d'avoir la guerre de la conquête. Donc voilà, ce que je voulais montrer dans cette vidéo-ci, c'était les premiers endroits habités dans la vallée du Saint-Laurent. Donc non, c'était pas Québec la première. En fait, ça dépend de la définition qu'on donne. Mais si ce qu'on veut donner comme définition, c'est le premier endroit qui a toujours été habité par des colons français, oui, c'est Québec. Mais si on veut une définition un peu plus large, donc quels étaient généralement les lieux où des colons ont construit des choses, où est-ce qu'ils ont passé un hiver, eh bien, il faut revenir en 1541 près de Cap-Rouge et ensuite Tadoussac en 1600. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo de la série des visites immersives avec comme trame de fond les cartes de James Murray et j'espère que vous serez à l'écoute pour les prochaines vidéos. Comme j'avais expliqué dans celle d'avant, une que je prévois faire aussi, c'est l'évolution des populations en Nouvelle-France. Donc là, on a vu les endroits, mais j'aimerais parler du nombre de colons qu'il y avait, l'évolution et aussi les déclins qu'il y a eu. Et peut-être aussi dans une autre vidéo, les paroisses les plus populeuses à l'époque de la conquête. Donc on se rappelle que James Murray, sur ses cartes, il y avait comme un mini recensement.
Donc, je vais aussi faire éventuellement une vidéo sur, à cette époque-là, donc tout de suite après la conquête, quelles étaient les paroisses les plus populeuses. Et je pourrais les mettre en lien avec celles qui sont les plus populeuses de nos jours, donc en 2024. Donc, ça risque aussi d'être intéressant. En attendant ces vidéos-là, je vous invite à aller voir d'anciennes vidéos de la chaîne. Il y en a qui portent un peu plus sur la génétique, sur des outils. Il y a beaucoup de thématiques. Il y en a qui sont plus techniques. Il y en a qui sont un peu plus généalogiques. Je vous propose notamment les 2 vidéos de droite. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.